Il est 13h, bonjour à tous. Hier matin, le collectif des ressortissants du Nord coréen a organisé un sit-in. C'était à la place de l'indépendance. Le Coréen demande à la communauté internationale et au gouvernement du Mali d'intervenir sans délai pour faire cesser les violences dans les régions du nord du Mali. Amadou Sankaré, reportage. La forte pluie qui s'est abattue sur Bamako ce mercredi matin n'a pas découragé les membres du collectif des ressortissants du Nord, puisque dès 6 heures, ils se sont retrouvés à la place de l'indépendance pour leur activité. Bien que ce soit un sit-in, les jeunes ont fait plusieurs tours du monument en scandant des slogans. Le Nord! Le Nord! Le Nord! Dans une déclaration commune, les ressortissants du Nord demandent à la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, ainsi qu'à l'Algérie et tous les pays du champ d'intervenir sans délai pour faire cesser le chaos et le génocide du Nessa. Demande avec insistance au gouvernement malien de faire parvenir sa lettre de requête à la CEDEAO sans délai pour nous venir en aide. Exige du gouvernement du Mali la saisine de la Cour pénale internationale, CPI. Demande enfin au gouvernement de décréter sans délai un deuil national en la mémoire de toutes nos victimes civiles et militaires. Après le repli stratégique de notre armée, à quand son retour tactique sur le terrain? Nous, ressortissants du Nord et sympathisants, souhaitons que ça soit demain. Au cours de ce sit-in, les députés ont laissé entendre qu'ils mettront tout leur poids dans la balance pour obtenir du gouvernement l'envoi de troupes dans les régions occupées. Les organisateurs de cette activité comptent partager le contenu de leur déclaration avec le gouvernement. Et toujours concernant le nord du Mali, l'UNESCO vient de placer la semaine dernière Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril. Depuis, l'on assiste à la destruction des mausolées de saints à Tombouctou, une situation dénoncée par la communauté internationale comme des crimes de guerre. À Saint-Pétersbourg, en Russie, où se tient la session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO en présence de notre ministre de la Culture, les ambassadeurs de l'UNESCO, très indignés, demandent la création d'un fonds spécial pour le Mali. Ils projettent également une mission dans notre pays. Tous ensemble, ils sont venus exprimer leur indignation. Réunis à Saint-Pétersbourg pour leur assemblée annuelle, les ambassadeurs de l'UNESCO ont tenu devant les caméras à apporter leur soutien à la ministre malienne de la Culture, en larmes après la destruction des mausolées de Tombouctou. Blotti contre l'épaule de l'ambassadeur de France, Fadima Diallo savoure ce réconfort. Nous appelons les gouvernements, les organisations internationales, les ONG, les médias et toutes les opinions publiques et tous les hommes de bonne volonté à ne pas laisser les barbares éradiquer de la planète ces monuments qui témoignent du plus haut passé de l'histoire de l'homme. C'est une grave destruction pour nous. Nous sommes touchés dans nos cœurs. C'est un vrai choc pour les populations locales, car nos grands-pères, nos ancêtres sont enterrés là-bas et ce sont leurs tombes qu'ils ont saccagées. Le comité de l'UNESCO demande la création d'un fonds spécial pour aider le Mali à conserver et restaurer son patrimoine. Il souhaite aussi envoyer sur place une mission dès que possible pour évaluer l'étendue des dégâts. Selon des témoignages, 7 des 16 mausolées de la ville sainte ont été détruits et la porte d'une mosquée saccagée. Les islamistes promettent de ne pas s'arrêter là. Ils veulent détruire tous les sites religieux et ce malgré les mises en garde de la Cour pénale internationale pour qui ces destructions sont des crimes de guerre. Je demande à ceux qui commettent ces crimes graves de cesser immédiatement les destructions de ces lieux de culte et monuments historiques parce qu'ils s'exposent aux poursuites de la Cour pénale internationale. Ces saccages interviennent alors que Tombouctou, la perle du désert, venait d'être inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en péril.
Retour à présent sur la visite effectuée au Niger par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Une occasion mise à profit par Yamoussa Kamara d'évoquer quelques raisons qui ont fait tomber le nord du pays dans les mains de l'ennemi. Nos envoyés spéciaux sont Mariam Sagara et Aliou Touré. Aucune armée ne peut résister à une désertion massive de ses combattants. Ce sont là les propos du ministre de la Défense, le colonel-major Yamoussa Kamara, face au détachement militaire à Niamey. Quand les hostilités ont commencé, il y a plus d'1 millier d'intégrés qui ont déserté nos rangs avec armes et bagages pour aller grossir les rangs des forces de l'opposition. Je ne pense pas qu'il y ait dans la sous-région beaucoup d'armées qui soient capables de résister à une telle défection massive. Et la plupart du temps, on s'est rendu compte que ces éléments-là détenaient des postes de responsabilité à tous les niveaux. En plus de ce départ massif des intégrés, le dysfonctionnement dans le commandement et le recrutement complaisant avaient beaucoup affaibli l'armée malienne. L'armée, dans toutes les démocraties, est aux ordres du pouvoir légal. Mais ce qui est inacceptable et scandaleux, c'est que ce pouvoir politique, au-delà de ses énormes prérogatives, aille jusqu'à s'ingérer dans le fonctionnement régulier des armées et des services. Le colonel-major Yamoussa Kamara met en confiance et en condition les combattants engagés pour recouvrer les territoires perdus. Aucun d'eux ne sera plus jamais accepté dans les armées. On ne peut pas accepter des gens qui, du jour au lendemain, ont retourné les armes contre leurs camarades. Ça va affecter notre commandement et on ne veut pas ça. Nous voulons que désormais ce qui s'est passé ne se recommence plus jamais. Plus de traîtres dans l'armée malienne, a martelé le ministre de la Défense. Le Mali a besoin d'une armée unie, cohérente, forte et soudée pour la défense de la patrie. Sensibilisation aux luttes contre la consommation du tabac, c'est ce qui a réuni hier au siège de l'Organisation mondiale de la santé les membres du réseau de lutte contre le tabac et autres stupéfiants au Mali ainsi que les leaders politiques. C'était à l'occasion d'une conférence scientifique sur l'ingérence de l'industrie du tabac et ses conséquences sur le corps humain. Les détails, c'est avec Salima Tandao. L'ingérence de l'industrie du tabac, c'était le thème consacré à l'édition 2012 de la Journée mondiale de lutte contre le tabac, commémorée le 31 mai dernier. Un thème qui dénonce les nouvelles stratégies utilisées par l'industrie du tabac pour dissuader les gouvernements à s'engager fortement dans la lutte anti-tabac. Les acteurs engagés dans la lutte contre le tabac ont organisé cette conférence scientifique pour recenser les actions pouvant réduire de façon conséquente l'utilisation de ce stupéfiant dans notre pays. Nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, nous sommes conscients que le tabac est en train de s'organiser vers notre groupe vulnérable, notamment les enfants et les femmes. Nous avons engagé cette conférence scientifique pour démontrer encore beaucoup plus les méfaits du tabac sur l'organisme, sur le développement social et sur l'environnement. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le tabac constitue la plus grave arme destructive, directe et insidieuse. Le Mali, bien qu'ayant reçu des récompenses dans le domaine de la lutte contre le tabagisme, a encore du chemin à faire. Notre loi a interdit toute forme de publicité des produits du tabac. Toutes ces mesures sont certainement méconnues. Avec la naissance du Comité national du contrôle du tabac, ces activités de sensibilisation vont certainement commencer. Il faut un changement de comportement, comme le recommande cette conférence scientifique. Les participants ont analysé les stratégies de l'industrie du tabac et les méfaits du stupéfiant, dont les résultats seront soumis à l'opinion publique pour une prise de conscience. Si rien n'est fait dans ce sens, l'OMS prévoit 8 millions de décès annuels d'ici 2030. L'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines est préoccupée par la crise qui traverse les sociétés et entreprises de la place. Elle vient d'organiser une conférence débat pour sensibiliser les responsables des différents secteurs. Le compte-rendu, c'est avec Diara Konati. Faire face aux crises qui traversent les secteurs privés et d'État pour une relance de l'économie est une préoccupation de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines. Pour cela, elle vient de tenir une conférence débat sur les stratégies adoptées en temps de crise. Les volets appliqués en période difficile sont le volet technique, communication et traitement. L'essentiellement doit être considéré comme un dernier recours. Autant faire que se peut.
En matière de ressources humaines, il y a d'autres possibilités. La loi même le prévoit. Les chefs d'entreprise, s'ils arrivent à impliquer les responsables des ressources humaines, nous sommes convaincus qu'il y a des solutions plus idoines. Par exemple, la réduction des heures de travail, les équipes de roulement, ou encore, pourquoi pas, négocier les conditions, à savoir le salaire. Cet espace a permis aux responsables de l'association une meilleure organisation pour faire face aux attentes. Ensemble, les directeurs des ressources humaines, les chefs du personnel du secteur public, du secteur privé, nous nous sommes mis ensemble pour réfléchir et partager nos expériences. Chaque entreprise doit essayer d'analyser la réalité de son milieu, essayer d'adopter une démarche qui leur permet de préparer des plans de gestion des crises, de s'assurer que nous avons en place des méthodes, des approches qui permettent de mettre en place des comités de crise. Les responsables en charge des entreprises savent désormais que la fonction des ressources humaines est la base et la clé des réussites. Tenu à Koutiala le week-end dernier, des travaux du 2e congrès ordinaire de la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments bétail, des travaux présidés par le directeur régional de l'industrie de Sikasso, représentant le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie. Le reportage est de Outanga Dambélé avec la voix de Nando Dambélé. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ces travaux de 2 jours, à savoir l'état des lieux des huileries, la relecture des textes statutaires de la Fédération et l'élection d'un bureau exécutif. Employant 444 personnes en temps plein pour des milliers de saisonniers, le sous-secteur a généré en moyenne 12,2 milliards de valeur ajoutée sur la période 2006-2009. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La production industrielle d'huile alimentaire au Mali reste confronté à des difficultés majeures au nombre desquelles je cite la qualité controversée de ces produits finis liée au faible niveau d'équipement et à l'insuffisance du niveau de formation du personnel exploitant des unités. L'insuffisance de matières premières, notamment des graines de coton, qui limite à 4 mois sur 12 le temps moyen de fonctionnement des unités de production dans l'année. L'insuffisance quantitative et qualitative des facteurs de production, notamment l'électricité, facteur sine qua non de tout développement industriel. Après examen des 2 premiers points inscrits à l'ordre du jour, les participants ont élu un nouveau bureau exécutif de 19 membres sur 3 ans, dirigé par Abdoulaye Diawara de Sikasso, qui succède à Fandamadi Keita de Koutiala. Des recommandations relatives au recrutement de personnel qualifié et à la mise en place d'un réseau panafricain des producteurs d'huile et d'aliments bétail ont été formulées. Fin de ce journal. Ce soir, 20h, vous serez avec Aoui Touré. Grand merci aux populations du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. On ne vous oublie pas.